Salut à tous, suite du My League avec les Trail Blazers de Portland. Épisode 3, on va commencer par se poser 2-3 petites questions au départ, comme ça vous me donnerez votre avis. J'ai fait une petite shortlist et puis on verra bien ce qui en ressort. Quel ailier pour plus tard? Ouais, parce qu'en fait, il se passe ce qui se passe sur ce début de saison, peu importe en vrai. Mais c'est plutôt... Est-ce qu'on est capable d'aller voir plus loin et qu'est-ce qu'on fera le jour où Anthony Simons et Jeremy Grant seront peut-être mis dans la balance pour un transfert. Voilà, donc c'est un peu autour de ça que je vais parler. On avait une petite question qui est revenue dans les commentaires, du coup j'ai réagi très vite. Oui, Brogdon et Scoot Henderson, peut-être que j'ai commis une erreur de jugement. Effectivement, Scoot Henderson, numéro 3 de draft, mériterait de démarrer les matchs. Voilà, mea culpa. C'est vrai que ça a du sens. Du coup, j'ai un tout petit peu réorganisé ma rotation avancée et j'ai fait démarrer Scoot. Et ensuite, on aura un Malcolm Brogdon qui bouche les minutes au poste 1 et qui en prend d'autres au poste 2. Pour rêver, quand même, il faut qu'il ait une trentaine de minutes, Malcolm Brogdon. C'est obligatoire, vu l'importance qu'il a dans cette équipe-là. Et puis finalement, est-ce que ça ne nous sera pas même profitable d'avoir plutôt Brogdon en sortie de banc? Moi, au début, j'avais voulu protéger Scoot Henderson sur, on va dire, la première saison ou la première moitié de saison. Voilà, c'est ça qui avait fait que je ne le faisais pas démarrer. Mais bon, voilà, tout peut s'entendre. Et j'avoue que je rejoins ce qui a été exprimé. Dans l'histoire, Sharp perd 3 minutes, peu importe, c'est pas dramatique. L'essentiel, c'est d'avoir mis les choses en place. Donc, que faut-il faire à ce moment-là? Aller parler à Malcolm Brogdon pour lui expliquer, entre guillemets, tout ça. Comment on va faire? Très bêtement, on va aller modifier une petite option qu'on a en My League. C'est dans modifier joueur. Vous pouvez aller demander à quelqu'un d'accepter pendant une ou plusieurs saisons de sortir du banc, tout simplement. Voilà, laisser sur le banc, non, avec une saison. Voilà, donc on va régler comme ça cette histoire, puisqu'il ne s'agirait quand même pas non plus d'en faire un mécontent. Brogdon doit être heureux pour que le projet se passe bien, surtout s'il est amené à rester, comme ça a été communiqué dans divers médias, et également par les Blazers et par l'agent du joueur. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments. Après, pour le reste de l'effectif, pas de mouvement particulier, aucun changement. On continue à miser sur nos deux jeunes, Jabari et Chris, au poste 4. Mais il y a quand même une vraie question. Voilà, je commence à y arriver. Ça va être... en fait, on a quoi comme projet au poste 3 durablement pour cette équipe? Est-ce qu'on va miser plutôt sur la draft? Auquel cas, il s'agit de regarder de quel pic on dispose. Alors là, je suis allé regarder les choix et vous allez voir, c'est assez marrant parce qu'il y a un petit braquage du My League par rapport à la réalité. C'est-à-dire que les Trail Blazers, ok, ils ont récupéré un first pick des Warriors qui est top 4 protégé IRL et un tour 2029 des Celtics premier que j'ai switché moi dans le trade contre un 2029, je vous l'avais montré juste avant, mais en fait il y a un bug absolu et quasiment irrécupérable, c'est que les Bucks, au moment où ils récupèrent Lillard, ils ont pris 2 swaps en 2028-2030 et ils ont donné le 2029 en sec non protégé. Sauf que comme on a les choix, et ça ce serait facilement corrigeable de par le jeu, du coup nous on est un peu de la revue, vous voyez, sur ce coup-là. Bon, allez, la parenthèse elle est refermée, donc c'est pas sur vraiment les pics de draft qu'on va pouvoir se faire plaisir sur la construction d'une équipe encore meilleure. À mon sens, c'est plutôt le jour où on monnayera le talent d'Anthony Simons et Jeremy Grant, mais aussi leur contrat. La somme des deux contrats avoisine les 52 millions. J'ai donc, même si on va pas faire ce trade maintenant, j'ai donc commencé à regarder ce qui pouvait exister comme option ici et là. Et si on écoute un petit peu ce qui se passe en NBA ou qu'on enquête un petit peu du côté des projets qui sont un peu foireux ou dont on sent venir qu'ils vont foirer, Zach LaVine
est déjà une première option sur ce type de configuration. Pourquoi ? Parce que à Chicago, honnêtement, il n'y a rien de sûr. Et un mec comme Zach LaVine pourrait totalement bouger. Avec son gros contrat, il suffirait de l'associer à une dizaine de millions de contrats et on aurait peut-être une première option. Après, quand j'ai continué à chercher, évidemment que la paire Kawhi-Paul George peut exploser, mais l'heure est plus à la venue de Harden. On verra comment, et puis je ne sais pas trop. Mais l'heure est plus à cela qu'à l'explosion du duo. Donc voilà, c'est pas très pertinent d'aller chercher de ce côté-là. Brandon Miller, le rookie des Hornets, pardon, ça fait partie des contrats qu'on peut pas aller chercher. Parce que c'est trop bas, alors il faudrait absorber beaucoup d'autres salaires et c'est compliqué, ça rend le truc beaucoup plus compliqué. De manière générale, un bon ailier en contrat rookie ou alors un mec comme Banchero du côté du Magic, ça peut pas tellement faire l'affaire, soit parce que financièrement ça matche pas, soit parce que le mec est la tête de proue de la franchise. Par contre, Mikal Bridges, pour moi, c'est vraiment une piste. Je sais que les Nets ont de vraies chances d'aller en play-in, voire peut-être accrocher le play-off cette année, et que leur équipe, elle est loin d'être ridicule, mine de rien. Mais n'empêche que convaincre les Nets, ce serait une option. De même que aller chercher du côté des Nuggets. Du côté des Nuggets, on a Michael Porter Jr. Je suis sûr qu'il ne faut pas grand-chose aux Nuggets pour accepter de l'échanger. À voir. Autre piste, Brandon Ingram. On en murmure le nom déjà comme étant quelqu'un qui pourrait bientôt bouger. En même temps, il lui reste plus que 2 ans de contrat, donc ça peut s'expliquer. Vous voyez, je me suis attaqué à des profils qui sont assez différents, mais quand même tous un point commun, c'est qu'ils vont être plutôt prolifiques au scoring et capables de jouer 3. Est-ce que ça veut dire que c'est des vrais 3 tous ? Non. On va en parler juste après, mais l'autre, honnêtement, il est impossible de passer à côté, c'est OG Anunoby. Impossible de passer à côté de ce joueur-là. Pour moi, Anunoby fait partie des gens qu'on doit regarder de près parce que ça peut vraiment bouger. Honnêtement, les Raptors auraient tout intérêt à le verrouiller en termes de longueur de contrat, mais voilà. Pourquoi à la limite même ne pas faire une double opération avec Pascal Siakam ? Ça, c'est vraiment une piste. Donc, quand on fait le tour de tout ça, bon, du côté des Rockets, il n'y a rien à aller chercher, parce que par exemple, Jabari Smith, c'est trop jeune dans la ligue pour qu'ensuite on puisse faire l'équilibre des salaires. Le trio des Suns, c'est pareil, c'est complètement débile de vouloir aller toucher à ce trio-là, même si le jeu nous proposerait sûrement Bradley Beal, mais bon, bref, voilà. On va pas accepter ce genre de truc. Luguensdort, à la limite, mais on associe à qui en termes de salaire ? En fait, c'est pas évident de faire les équilibres. C'est la même chose pour Jaden McDaniels. Profil peut-être un peu trop défensif en l'occurrence, mais on associe à quoi comme contrat ? Karl Anthony Towns. Du côté des Warriors, le contrat qui permet d'absorber le différentiel, il existe, hein, c'est celui de Chris Paul. Mais on fait comment ? On prend Kuminga ? Je sais pas. En fait, c'est pas une chose facile que d'arriver. Par exemple, pour moi, Kuzma, pas réellement le profil qu'on recherche, un peu trop peu défensif quand même, il y a des limites à tout, hein. On va pas non plus prendre une porte de saloon. Et du coup, en défense, voilà, j'ai resserré, moi, à LaVine, Bridges, Porter, Ingram, Anunoby, et voilà, tout ce que j'attendrais bien volontiers, c'est d'avoir votre avis sur le sujet. Sujet sur lequel on reviendra d'ailleurs en fin de vidéo, après le dernier match que je propose et qui sera joué manette en main. Donc après il y a aussi des histoires de profil. Est-ce que Porter, LaVine finalement sont à mettre sur la même ligne de départ que les 3 autres en termes d'intérêt qu'on peut avoir pour eux? Honnêtement, j'ai ma petite idée, hein, vraiment. J'ai même une grande idée, mais allez, on va avancer un peu la saison. Et puis après, dès qu'on sera en janvier, là, ça va commencer à chauffer en termes de calendrier pour ce qui est de commencer à faire des moves dans cette équipe-là. On rend visite à Damian Lillard. Je ne pouvais pas passer à côté de ce match-là, histoire déjà de croiser le phénomène, l'ancienne icône
des Blazers, et puis aussi de sentir si le jeu nous sanctionne, hein, par l'intermédiaire d'un duo comme ça, Lillard-Antetokounmpo, plutôt pas trop mal entouré sur le 5 majeur, mais finalement pas génialement entouré non plus en termes de profondeur de banc, mais pas de souci, IRL pour les Bucks, ils auront sûrement des choses qui se proposeront à eux sans tarder, ou même au pire, voilà, après vous savez tout ce qui est buyout à un moment donné de la saison, hein, c'est le moment un peu où tout part en sucette et où les types qui se retrouvent sans contrat juste parce qu'on les a coupés pour leur permettre d'aller jouer un titre chez un contender, enfin bon bref, une période que j'adore pas. Là vous voyez, je laisse de la liberté à Antetokounmpo. Bon, il me sanctionne à 3 points, mais on peut retenter aussi au pourcentage, hein, c'est-à-dire que laisse-lui en 10 ouvert, c'est pas sûr qu'il en mette 5, hein, honnêtement. En revanche, Jeremy Grant, lui, il a la possibilité de sanctionner et de manière plus régulière, donc bon, moi, je me lance un peu là-dedans, et puis quand même, ce premier quart-temps est difficile parce que Damian Lillard joue super bien, et quand les Lillard commencent à artiller, bah c'est un peu ce qu'on avait envie de voir, hein. Le gars nous fait ok, d'accord, il est un peu contesté dans la zone plus proche du panier, mais il nous fait un super carton qui lance idéalement les Bucks. Puis en plus, l'adresse de Middleton est présente, ce qui fait qu'on a beau ne pas avoir un Giannis en forme exceptionnelle, en tout cas l'impact sur le jeu n'est pas phénoménal sur ce match-là pour le moment. Bah c'est pas pour autant qu'on s'en sort bien, on est vraiment en difficulté, on est obligé de trouver des systèmes ou de poser des écrans, d'attendre des mouvements. Là c'est une sortie d'écran, mais j'ai pas le tir de Sharp encore en maîtrise. Vous voyez, le timing de shoot, je ne l'ai pas. En revanche, voilà, dès qu'il y a en plus du jeu rapide, on se fait sanctionner. L'excellent Malik Beasley vient comme ça prouver que bah non, il y a de la profondeur de banc. Finalement, il n'y a pas si peu de joueurs que ça. Regardez ici, c'est magnifique. Là encore, bon, on est puni, hein. On est puni, on n'a pas grand chose à faire. Ici, c'est amusant. Il y a un duel entre Brogdon et Damian Lillard. Ben, Brogdon est poussé à la faute. Et Lillard n'a pas de problème pour nous maintenir à distance. Derrière, en plus, voilà, je vous dis, j'ai encore le timing de shoot d'Anthony Simons. Je l'ai. En tout cas, la plupart du temps. Mais ce que je peux pas faire, c'est lutter contre le talent absolu de Lillard, à l'image de ce que vous voyez encore ici, où il nous met vraiment à l'amende. On est à plus 21 pour les Bucks, assez rapidement en milieu de troisième quart, donc la messe est dite. Alors ok, on fera un rapproché, et puis on arrivera à sauver un petit peu l'honneur sur quelques actions, mais on reste quand même en grande souffrance. Hop là. Et puis en plus, quand on arrive à contrer, ça retombe dans les mains du géant grec. Donc c'est vraiment compliqué. Il faut pas se mentir. C'est très compliqué, que ce soit du jeu rapide, où on a quand même très peu d'opportunités. Il faut faire des stops pour ça. Ou bien même du jeu sur jeu placé, on est en souffrance totale, hein. Ce premier quart, finalement, a été désastreux. On a mal entamé ce match. Et du coup, on traîne ça vraiment comme un boulet. Jay Crowder, quand même, allez, il y a un peu de résistance ici. C'est toute la dissuasion et le pouvoir sous son cercle de Robert Williams qui s'exprimait ici. Gros preneur de rebond, vraiment un joueur qui régale, hein, Robert Williams, dans son registre, hein. On peut pas lui demander de shooter à 3 points, bien évidemment, ou voire même de nous faire des 2 points longs comme Ayton pourrait le faire. Mais par contre, on peut dissuader à des moments. Puis après, face à Damian Lillard, j'ai jamais trouvé la solution. Voilà. Je l'ai jamais eu. Même si on n'est pas non plus super ridicule, on a réussi à revenir à 10 points. Il y a comme ça des petites tentatives pour recoller. On n'est pas nul, mais on est quand même loin du compte face à un prétendant au titre
très sérieux comme peut l'être cette équipe des Bucks. Énorme alley-oop pour dire que c'est terminé. Moi, je me bats quand même jusqu'au bout. Je me bats jusqu'au bout pour essayer de limiter la casse. C'est pour ça qu'en fait, on terminera à -6. Mais il y avait plus vraiment de match. On était quasiment en garbage time pendant un quart-temps et demi. Hein. Voilà. Bon, même si les titulaires étaient là, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, c'est presque rassurant, hein, parce qu'on avait un bilan jusque-là qui était, à mon avis, trop flatteur. Et puis, ce qui serait quasiment souhaitable, c'est de perdre quelques matchs pour pouvoir enfin arriver à se poser les vraies questions. C'est qu'est-ce qu'on fait pour tanker, pour peut-être sauver notre premier choix 2024. Parce qu'à l'heure qu'il est, si on est hors loterie, on l'aura pas, on ne pourra pas choisir à la draft. Donc voilà, c'est le problème qui se pose ici. Donc voilà, on a vu les stats de Lillard juste avant, qui étaient juste stratosphériques. Et puis après, dans la foulée, et dans un registre complètement différent, j'ai joué ce match face aux Pacers. Mais je l'ai joué pas pour voir qui gagne. Je l'ai surtout joué déjà parce que cette équipe, elle me tient un peu à cœur. En fait, je la trouve kiffante. Haliburton, Mathurin, rien que ça déjà, c'est violent. On a Brown en plus qui est arrivé des Nuggets à l'été. Et puis finalement, Miles Turner est toujours là. Et puis il y a Jarace Walker qui est pour le coup assez prometteur. En tout cas, il m'intrigue. Buddy Hield toujours dans les parages. Hein, donc, ils n'ont toujours pas trouvé preneur du côté d'Indiana pour son contrat, mais finalement, peut-être qu'ils s'en satisfont. Donc, c'est à l'arrivée une équipe que je kiffe. Puis en plus, j'ai essayé de jouer peut-être un peu plus sur système. Alors, je parle pas réellement de cette sortie d'écran qu'on a vue à l'instant, mais je me suis retrouvé vraiment en souffrance par rapport à toutes ces histoires de jeu sur système. Quand je caste, j'ai un mal absolu à ce que ça débouche sur quelque chose de propre. Et donc très très souvent, je me retrouve en inefficacité offensive, ce qui fait que ce qu'on va plutôt voir ici, c'est l'efficacité offensive, en revanche, des Pacers, hein, à l'image de cette magnifique action où Haliburton avait attiré la défense à lui pour libérer à 3 points sur Brown dans le corner. Et voilà, on peut se nourrir comme ça de petites contre-attaques. Dès qu'on a quelques stops défensifs, moi j'aime bien essayer de prendre mes marques avec Shaedon Sharpe et Scoot Anderson, mais c'est pas facile, je souffre. Dans ce match-là, par exemple, je vais être très très nul avec Scoot Anderson. Faut encore que je prenne le diapason du bonhomme et que je l'exploite mieux et que j'en fasse... je sais pas ce qu'on pourrait trouver comme profil comparatif pour quelqu'un comme Scoot Anderson. Est-ce que ce serait une espèce de mini Russell Westbrook jeune? Est-ce que... je parle de ça par rapport au côté physique, au côté pas forcément spécialiste du shoot externe, mais par contre avec énormément d'explosivité, avec un côté athlétique surdéveloppé. Bon, je sais pas, la comparaison elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui est certain c'est que il faut que j'arrive à comprendre comment l'utiliser à son max, et vous verrez que dans le match suivant que je propose, ce sera beaucoup plus propre que là où j'ai été à la fois en souffrance défensivement et en inefficacité offensive, ce qui va d'ailleurs s'illustrer encore une fois par cette action-là où Jarace Walker profite d'une passe somptueuse d'Haliburton. Haliburton, vraiment, quel génie ce Haliburton. Walker qui artille à 3 points sur une position en plus qui n'était pas donnée. Hein. Il avait vraiment un défenseur juste devant. C'est très fort. C'est très très fort entre Buddy Hield et Jarace Walker. On a pris cher sur la fin de match. Et s'ils n'arborent qu'un 4 sur 12 à 3 points, les Pacers, je peux vous dire que les 4 qu'ils ont mis, ils valent leur pesante cacahuète au moment où ils les ont rentrés. Par contre, au rebond, on est pas mal. Et ça, c'est pas souvent que ça m'arrive dans les parties en My League d'avoir une équipe qui, on va pas dire domine au rebond, mais est quand même plus que solide au rebond.
Miles Turner, en effet, n'est pas forcément le plus référencé en termes de rebond. Peut-être que l'adversité donc avait joué son rôle, mais on avait vu à l'épisode précédent que contre Jojo Embiid, on avait été pas mal aussi. Et c'est comme ça que je me dis qu'on doit pas être si mauvais sur plusieurs impressions que j'ai pu avoir dans plusieurs matchs ici et là de ces Blazers. Dans la foulée, un petit moment de simulation pour essayer d'avancer dans le calendrier et voir ce que ça donne de défaites Cavs et Jazz avant de battre les Kings. Kings qui semblent avoir un petit peu de mal ici dans cette partie à confirmer leur très bonne saison de l'année passée. Warriors, on va voir. Là au moins il y a une forme de justice. Chef Curry nous a mis le feu, donc ça me paraît relativement cohérent. Et voilà, on avance, mais on est toujours un peu trop bien classé. On a un trop bon bilan ici. Donc un peu plus tard, je ferai quelques modifications dans mes paramètres. Merci à Alan de me l'avoir expliqué. On voit que Scoot Henderson, ça va, il est joyeux. Faut pas avoir peur de ce 78 là qui était juste circonstanciel, lié à sûrement une fatigue. Mais c'était pas du tout le moral qui baisse. Je surveille parce qu'il s'agirait pas qu'on perde l'accord de Scoot Henderson pour valider le projet dans lequel il est quand même une pièce fondamentale. Dans la foulée, on tape les Clippers, on perd face au Jazz. On va rentrer ici sur une séquence de matchs simulés où finalement les victoires et les défaites tendent à s'équilibrer. On a, on prend cher contre Dallas, puis on est capable en fait de perdre contre une équipe un peu moins forte que Contender. Ah oui, on me propose des trades, mais j'en veux pas moi. Enfin, voyons. Je veux bien que Brogdon puisse intéresser les Raptors, mais par contre, Jakob Poeltl et Malachi Flynn, c'est absolument pas possible pour nous. Et à la limite, Poeltl, on pourrait l'envisager si jamais on se défaisait de Robert Williams, mais je vois aucune urgence à faire ça. Donc, non, on garde. Et donc, je reçois des petites offres de temps en temps, mais rien qui puisse vraiment nous enthousiasmer. Victoire simulée face aux Warriors. Les Suns nous battent avec KD qui était présent. De temps en temps aussi, j'annule un peu les blessures de l'adversaire. Parce que vous savez, dans l'onglet blessures, vous avez possibilité d'aller annuler un certain nombre de blessures de joueurs majeurs de la ligue. Et pour que la ligue soit forte, et d'ailleurs aussi pour que les joueurs soient moins impactés par des blessures, de temps en temps, je vais un peu nettoyer tout ça. Et je fais en sorte que l'adversité soit meilleure. Parce que ça m'embête un peu de me balader à 16-11 à ce moment-là de la saison. On est au 21 décembre. Ça me paraît un peu dommage. Au moment où Matisse Thybulle permet pendant quelques semaines à Justice Winslow d'avoir un peu de temps de jeu. C'est assez anecdotique à notre échelle. Encore plus à l'échelle de la Ligue. Et juste un mot aussi pour dire que j'ai pris en compte il y avait un commentaire où on me disait mais t'as qu'à faire démarrer dans ton 5 qui démarre les matchs, le starting 5, t'as qu'à faire démarrer Scoot Henderson à côté de Brogdon. Ouais, pourquoi pas. Honnêtement, faire sortir Anthony Simons du banc, c'est tout à fait gérable. Au final, Anthony Simons pourrait être un super leader de seconde unit. Mais bon, voilà, on verra peut-être un peu après, parce que là, on va jouer un match, et puis dans la foulée, on va envisager d'un peu plus près nos options, parce qu'on va aussi avancer jusqu'aux alentours du 15 janvier. On sait que c'est à partir du 15 janvier que Jeremy Grant devient transférable, IRL. Donc je m'étais fixé à peu près cette date-là pour commencer à avoir peut-être de l'activité sur le marché des transferts. On a simulé contre les Spurs qui ont d'ailleurs un mauvais bilan à ce stade-là. Donc la saison, on va dire, est raccord avec ce qu'on peut attendre de leur part, puisque c'est encore une fois une saison qui participe à leur processus de reconstruction. Vous avez vu que, par exemple, Scoot Henderson et Shaedon Sharpe ont pris 1
d'overall. Ils sont déjà à 79. Je désespère pas que d'ici à la fin de l'année, ils montent tous les deux à 80. Ce qui serait quand même déjà très très bon hein, pour le projet. Puis là, je vais proposer un troisième match joué manette en main. C'est contre les Spurs. Justement, parce qu'on les joue 2 fois d'affilée. Donc la deuxième fois, autant essayer de croiser la route de Victor Wembanyama. Et bah écoutez, vous allez voir que ça va être un match plutôt haletant, dans lequel on aura pas mal de choses à observer. J'aime bien le 5 majeur des Spurs. Je le trouve équilibré, excitant, prometteur peut-être. En tout cas, il y a du potentiel à développer. Et c'est vrai que par contre, en sortie de banc, ouais, c'est un peu moins riche. C'est sûrement fait exprès. Hein. Il faut bien se rendre compte que les Spurs, même s'ils ont drafté Wembanyama l'été dernier, ont ça en tête probablement de continuer à drafter. Ils ont tellement de tours de draft. Hein. On parle d'OKC dans les punchlines hein, qu'on peut lancer ici et là, où il y a tant de tours de draft à venir. Mais du côté des Spurs, il commence à y avoir un bon petit matelas. Tiens, Sohan qui s'illustre. Regardez, on va avoir droit au lancer franc à une main. J'adore. C'est énorme. Le lancer franc à une main de Jeremy Sohan. Il fallait pas le rater celui-là. On a subi en premier quart-temps. Je remarque que j'ai quand même souvent un peu du mal en premier quart-temps. Sûrement que je ne joue pas à ces 2 matchs. Et du coup, je suis moins à l'aise en fait. Dès qu'il s'agit de... super action là, lol. Avec Bessie qui vient la pousser quasiment involontairement dans le cercle en arrachant tout. Je pense que j'ai souvent du mal en premier quart. Parce que je cherche trop à jouer sur système. À caster des systèmes, hein, je veux dire. Même modeste, hein, mais ça se passe pas forcément bien. J'ai du mal à exécuter en attaque. Et donc, il n'y a que au moment où je me dis, bon, il y a le feu, il faut commencer à resserrer la défense, à prendre peut-être le contrôle de joueurs qui sont plus à même de bien défendre. Je veux dire par là qu'en My League, si vous êtes un très bon joueur de My Career, peut-être que vous arrivez sans problème avec une bonne manette. Moi, ma manette est pourrie, je vous jure, là, après avoir fini cet enregistrement là, de cette vidéo, c'est nouvelle manette. Je me suis déjà fait une croix dans la tête. Tu n'oublies pas d'aller acheter une nouvelle manette. Je ne peux pas tout faire en fait avec ma manette, du coup c'est très handicapant pour jouer. Donc il faut peut-être temps de la renouveler, c'est une petite parenthèse. Mais donc si on a une manette qui marche et qu'on est un bon joueur de My Career, je pense qu'on arrive sans problème à suivre notre vis-à-vis, hein, balle en main. On arrive à suivre défensivement parce qu'on est habitué. Et en revanche, quand on est un joueur qui a abandonné comme moi le My Career depuis très longtemps, tiens, bien joué Victor, qui a provoqué la faute, forcément, on juge très facilement qu'il est meilleur de contrôler soit notre pivot, soit notre poste 4 en défense, de laisser les extérieurs faire une pression qu'on peut paramétrer dans les réglages d'avant-match, et finalement se retrouver avec, on va dire, la possibilité de venir en aide très efficacement. Voilà, donc c'est un peu ça, moi, mon plan de jeu en défense. Après, c'est sûr que quand on bénéficie d'une bonne défense, on a souvent de belles opportunités sur la contre-attaque. Allez, 39-30, il y a une dernière possession ici en troisième quart pour ces Spurs, qui va être dévissée. J'ai remarqué que Keldon Johnson prenait énormément le jeu à son compte. Quand on joue contre les Spurs, la balle ne va pas prioritairement à Wembanyama quand il est sur le terrain. C'est assez équilibré. Allez. Ouais, bien joué Jeremy. Ce quatrième carton va être le carton de Jeremy Grant. Je spoil. Ici, je vais essayer de caster encore une fois. Un petit give 1-2 flip. Le but, c'est quoi ? On a du mal à comprendre parce que s'il faut 200 secondes pour arriver à exécuter, non, le but, c'était d'arriver à mettre Scoot Henderson en position de shoot
face au cercle à 3 points. Donc, pour une fois, ça a marché. Je sais pas ce qui m'arrive. Parce que je finis tellement par me désespérer de mes systèmes que je me dis, quand ça marche, ben, c'est juste un miracle. Attention à ne pas perdre la balle sur des passes longues complètement débiles. Ici, on avait vraiment un panier pour recoller, dommage. Là, il y avait vraiment... Vassal est bien revenu en défense, mais il y avait vraiment une jolie opportunité pour Malcolm Brogdon qui n'est pas en réussite ici, contre de Robert Williams face à Wembanyama. Robert Williams qui se replaçait avant Wembanyama qui joue évidemment parfaitement le coup. Et on a su le trouver avec la petite temporisation de Scoot Henderson. Très bon à la passe. On a enfin du bon Scoot Henderson. On a toujours du bon Robert Williams ici sur ce match. On a toujours du Ayton et Grant qui sont solides. Par contre, le seul qui a pas... Oh là là, quel panier. Quel panier. Messieurs, dames. Méga coucougnette, comme disait un commentateur que j'aimais énormément. Et là, les deux rookies se croisent. Quand Wembanyama fait faute sur Scoot Henderson. J'ai encore des progrès à faire sur les timings de shoot. Je sais que même si le premier rentré c'était pas génial, et là je pensais avoir fait un bon lancer, mais là c'est plus le côté aléatoire qui m'a joué des tours. Bref, on se retrouve à -4 au moment où Sharp va aller chercher la faute. Il faut ferrailler pour essayer d'aller prendre ce match, juste pour l'honneur. Juste pour le plaisir de gagner, voilà. Pas du tout pour le bilan de saison, parce qu'à la limite ça nous arrangerait vachement plus de perdre dans une certaine optique. Retour à la normale, je dirais, pour ces Blazers, ce serait souhaitable. Allez, Sharp est solide, on essaie de gagner ce match, on s'en donne les moyens en tout cas. Vous voyez toujours Keldon Johnson qui monopolise le ballon, il va tenter quelque chose de très difficile, très très bien verrouillé au rebond par Robert Williams. Vous voyez, je parlais des qualités au rebond, je trouve que Williams c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel au rebond. Et ici, regardez, on va faire notre petit gris-gris. Hop, ça saute. Sohan a sauté. Et Scoot Henderson, que je commence un petit peu mieux à sentir, peut arriver à commencer à faire quelques petits miracles ou actions spectaculaires. Regardez-moi ça, ça va être une provocation de faute ici, à moins d'une minute de la fin, par Keldon Johnson, qui en plus ne tremble pas. Les deux lancers vont être dedans. On va se retrouver à -2. -2, avec donc une action à poser, propre, si besoin. Si on peut faire quelque chose de propre. Alors là, c'est un pick and roll. Bon, ok. Défense dans la foulée. Il va y avoir une très belle action ici. C'est ISO sur Keldon Johnson qui avait pris la petite avance et qui ne tremble pas et nous ajuste à mi-distance. +2 pour les Spurs. Balle à Justice Winslow qui va caster quelque chose. Bah, tout simplement une sortie d'écran pour Brogdon. On va pas se casser la tête. Allez, Malcolm Brogdon. Yes, swish. Malcolm Brogdon qui artille. C'est presque dommage que ce soit à quelques centimètres près, pas à 3 points. Mais on est à égalité. Balle de match pour les Spurs. Trey Jones, hop, faut lui couper le chemin du cercle. Oh là là, on n'est pas passé loin de la correctionnelle. Quelle défense absolument immonde sur cette action. Allez, on tente le alley-oop. On change. On va demander à Sharp qui a du jump. Allez, mon grand. Ouais, super joué par Wembanyama. Qui contre la tentative de alley-oop des Blazers. On est revenu à un autre 5 sur le terrain. Avec Henderson, Brogdon, Sharp. Vous voyez, c'est le 5 qui termine les matchs pour moi. Sauf si on a vraiment une mission pour Matisse Thybulle. Mais sinon, c'est ce 5-là qui doit terminer les matchs. Brogdon, Henderson, Ayton, voire Williams, faut voir. Puis après, on compte sur Grant et Sharp. Petit pick and pop séquence ici, dirigée par Brogdon, sanctionné par Jeremy Grant. Tout va bien. Tout va bien, on est dans la... On a les pieds dans le ciment là pour shooter, c'est pépère. C'est une des seules fois. Parce que... On peut pas dire que ça m'arrive souvent. Le 1-to-1 là ici pour Keldon Johnson, qui est super défendu par l'ami Sharp. Sharp, on va voir, mais si le mec fait des progrès, ça peut être vraiment dément. Notamment aussi s'il y a un certain très mauvais joueur, oh là là, la chance de reprendre, qui arrive à ajuster ses timings de shoot. Écran. Ah ben là, il n'y a pas de cadeau, il fallait prendre le score. Donc on prend l'écran de Grant, qui ensuite court vers le cercle, +1
pour les Blazers. On a dit qu'on voulait gagner ce match. Si j'avais pas eu envie de gagner, j'aurais tenté une action hypothétique avec Brogdon. Mais bon, il vient un moment, faut essayer de se donner les moyens. Vassell n'aura pas une bonne position. Sohan non plus. En revanche, Trey Jones, waouh, on a de la chance. On a de la chance parce que ici, on va essayer de garder la balle. Ah bah non, on n'a même pas réussi. Calamiteux jeu de possession de ma part. On redonne une balle aux Spurs pour passer devant. Trey Jones va-t-il la jouer solo alors qu'il est fatigué? Il y a contestation, mec. C'est pas une bonne idée de faire ça. Et là, par contre, Anthony Simons, qui est rentré en cours de... Mais il y a très peu de temps qu'il est rentré, va nous offrir déjà un lancer franc raté. Alors là, c'est vraiment ma faute parce qu'il est super bon, le lancer franc. Et le deuxième sécurisé, ce qui fait qu'on est à l'abri d'une défaite si jamais les Spurs ne shootent pas à 3 points. Il faut juste défendre la ligne à 3. On va voir ce qu'il tente. Trey Jones qui a la balle. Allez. 1 contre 1 pour Johnson qui va tenter un petit 2 points dont il a le secret. Et ce sera donc gagné, on peut le dire. Même s'il y a une faute réflexe de Keldon Johnson après cette action ratée. Victoire donc à l'arrache en prolongation contre Wembanyama et les siens. Bon, en soi, c'est une performance inexistante. C'est juste qu'il fallait continuer à accumuler un peu d'expérience de jeu. Puis quand il y a un match serré, au moins, c'est fun. On ne sait pas trop de quel côté ça peut basculer. Les principales choses à noter sont les pertes de balles de mon côté. J'ai perdu énormément de ballons. En revanche, confirmation de la domination au rebond et même, on pourrait presque dire, dans la raquette de ces Blazers, face, il est vrai, aux Spurs. Et avènement, enfin, de Scoot Henderson qui fait un premier match presque correct à 8, 5 et 7 qui vont être extrapolés à 16 points, 10 rebonds et 14 passes. Voilà, déjà on est plus à quelque chose de type Scoot Hendersonien. J'espère en tout cas que ça collera avec ce qu'on va voir sous très très peu. J'ai hâte comme vous, dans quelques jours, d'avoir les premiers matchs de NBA. Et en particulier les premiers matchs des Blazers, pour voir un peu quelle est la température. Bon, allez, tous les matchs, on va dire. On voit que Wembanyama n'a pas été suffisamment alimenté en termes de ballon. On ne lui a pas donné suffisamment. Et là, on est à 19-12. Je me suis posé une question. Est-ce qu'on entame déjà les grandes manœuvres maintenant? Ou est-ce qu'on attend encore un peu? Puis il y a toujours cette histoire de bilan là que j'arrive pas à rendre, on va dire, suffisamment mauvais. Ça paraît paradoxal, mais c'est quand même la réalité. Au moment où les Pelicans roulent sur la ligue, il faut quand même pas que Portland soit deuxième, quoi. Ou alors pendant un temps, mais pas sur 82 matchs. Donc j'ai continué à simuler. Oh là là, on continue à gagner. Cette fois-ci, on gagne à Phoenix. Sûrement qu'on profite ici de la faiblesse de l'intérieur, et aussi du manque de profondeur quelque part. Donc peut-être c'est ça que le jeu sanctionne, parce que finalement il y a un trio qui met 82 points, et puis le reste n'existe pas beaucoup. Et puis par contre de notre côté c'est un peu plus équilibré, même si ça là c'était un festival Malcolm Brogdon sur ce match-là. Qu'est-ce que va nous donner la double confrontation avec les Mavs de Doncic? On va perdre. Et d'ailleurs, on va perdre une petite série de matchs ici. Je le mini-spoil, mais je pense que ça va, vous allez survivre. Donc, on va perdre parce que j'ai un peu augmenté le niveau de difficulté en simulation. Voilà. Je le dis très volontiers. Je ne considère pas que ce soit une forme de triche. C'est juste, essayons de réparer à des moments ce jeu qui, par certains aspects, en My League, est cassé, quoi. Il y a des choses qui sont complètement cassées. Donc, à un moment donné, il faut un peu corriger le tir. On va perdre plusieurs matchs d'affilée. Et ce qui fait que notre bilan va revenir pas très très loin de l'équilibre. En peut-être 6 ou 7 matchs, on va revenir à quelque chose qui pique un peu moins les yeux. Voilà, il y a des fêtes. Bon, par contre, ce qui pique les yeux, du coup, c'est les écarts. C'est-à-dire qu'on se prend 157 à 125. Mieux vaut oublier très très rapidement
cette simulation-là, parce qu'elle était vraiment vilaine, même le 141 à 102, ouais, pas terrible, hein. Pas terrible. Allez, dernier match simulé ici, ce sont les Suns qui nous mettent encore 155 points. Vous voyez, donc si on pousse trop le niveau de difficulté de la simulation, je pense que ça va pas non plus génialement bien. Bref, c'est fini, j'ai remis à niveau de difficulté un peu pire que le par défaut, j'ai mis à 60 à partir de là. Et je vais laisser à 60 jusqu'à la fin de la saison, il faut qu'il se passe ce qui doit se passer. On est à 20 et 19 après tout. Donc les Pelicans roulent sur l'ouest. Je montrerai l'est dans l'épisode prochain. Nuggets pas mal, Suns s'accroche. Après c'est assez serré. Warriors, Grizzlies, Thunder, Wolves, Blazers, Kings, même Lakers, Clippers sont vraiment très très proches également. Même les Mavs ne sont pas super loin. Et il y a 3 équipes après par contre qui sont relativement décramponnées. C'est les Spurs, les Rockets et le Jazz. Est-ce que c'est vraiment surprenant? On pourrait juste dire qu'on attendrait plutôt Portland dans le wagon des 4 derniers. Voilà, c'est la seule chose. Et je reviens donc à mon propos de début de vidéo. Pour moi, les 3 un peu plus remarquables qui pourraient nous apporter, c'est Bridges, Ingram et Anunoby. J'ai donc commencé, il est perturbé en plus, ça veut dire que le mec veut bouger, hein. Mikal Bridges n'est pas content, il veut bouger, il faut peut-être sauter sur l'occasion. J'ai essayé de préparer le terrain pour voir si il y a certaines pistes qui peuvent aboutir. Est-ce que si on sacrifie Brogdon par exemple, ils ont besoin d'un meneur comme Brogdon, ils l'ont pas, hein. Dinwiddie c'est pas le même niveau, hein. Est-ce que quelqu'un comme Brogdon, ça suffirait? Ben non. Ils veulent Ayton. Et moi par contre, Ayton, je dis non. Je veux garder DeAndre Ayton. Bon, ils nous mettraient Simmons dans la... Ben Simmons dans la balance. Ça, à la limite, je m'en fiche. Et est-ce que Anthony Simons contre Bridges, il y aurait quelque chose qui pourrait se passer? On voit qu'il n'y a rien en termes de contre-proposition des Nets. Il n'y a que dalle. Et du coup, j'ai un poil élargi mon transfert. C'est-à-dire que ce que je me suis dit, c'est si tu rajoutes Malcolm Brogdon pour aller, par exemple, chercher OG Anunoby qui est mécontent au dernier degré, hein, ça veut dire qu'il ne re-signera pas. Il va être agent libre. Donc il est urgent pour les Raptors de le trade. À ce moment-là de la partie, c'est vital. Brogdon ferait du bien également aux Raptors, hein. Ils auraient grand besoin d'un joueur comme Malcolm Brogdon. Est-ce que Anthony Simons pour les Nets, ce serait mieux que Bridges? Certainement pas. Mais par contre, si on leur mettait autre chose dans la balance, à savoir, vous avez pensé au même que moi, non? Parce qu'ils ont quelqu'un qui est moins fort que ce que je vais proposer là. Jeremy Grant aux Nets. Honnêtement, Simons Grant, ça peut déjà plus tenter les Nets, peut-être. Surtout si on leur récupère le contrat pourri de Ben Simmons, sur lequel il reste 2 années, hein, donc c'est pas non plus horrible, mais c'est quand même à 40 millions, la dernière, hein, la 2e année. Donc là, voilà, je vous présente la base de transfert à laquelle je pourrais éventuellement penser, sachant que c'est une base, et que sur ça, il faut encore greffer peut-être un 2e tour par-ci, ou peut-être accepter de sacrifier un 1er tour, qui sait. Mais Bridges, il lui restera, après cette saison, 2 ans de contrat. Bon, 25 millions. La dernière année de contrat. On a le contrat d'Anunoby. Bon, donc l'option, il va certainement pas la prendre. Il va falloir le re-signer, OG Anunoby. Mais ça peut être fait. On peut le donner environ 25 millions, je pense, par saison, pour un joueur élite en défense. Et ça voudrait dire qu'on serait en mesure de proposer peut-être un 5 majeur, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Mikal Bridges en 3, Anunoby qu'on décale en 4, moi ça me pose pas de problème, vous me direz ce que vous en pensez, et Ayton avec encore Robert Williams. Donc bon, je suis pas allé enquêter de la même manière du côté de Brandon Ingram,
Mais voilà ce que je vous suggère. Il faut me dire si vous êtes pour ou contre ce truc-là, parce que je vous laisse largement l'espace pour me le dire. Hein, et honnêtement, je trouve ça plus cool. C'est même plus cool pour moi de d'avancer entre guillemets, en fait avec tous vos avis, c'est plus marrant, je trouve. Je préfère. Voilà. Je vous dis à plus. Rendez-vous épisode 4 et donnez-moi vos avis, je vous en prie. Bye bye.